Vous regardez Période d'essai, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Meyer. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et président fondateur de l'Observatoire ASAP. Et vous êtes également l'auteur, le co-auteur, avec Michel Barabel et Antoine Poincaré, de Green RH, quand la fonction RH fait sa révolution verte, aux éditions Duno. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la fonction RH est un levier essentiel face aux défis climatiques ? C'est un levier essentiel parce que cette fonction, qui a souvent été étudiée et analysée, peut avoir, en tout cas c'est le constat qu'on s'est fait avec mes co-auteurs, un rôle fondamental sur la dimension écologique et environnementale. Tout d'abord sur une dimension clé en termes d'effet de levier qui est naturellement la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où la DRH peut pouvoir en fait influer sur l'évolution des compétences, des métiers, des fonctions de l'entreprise, et donc avoir un rôle clé demain pour préparer l'entreprise dans les enjeux futurs. Il y a une deuxième dimension non négligeable qui est au cœur souvent de la fonction RH, c'est tout ce qui sont les programmes de formation et de sensibilisation. Ça nous semble aujourd'hui important de sensibiliser et de former les collaborateurs, ceux en place mais ceux aussi qui arrivent, pour avoir aussi une culture partagée et avoir un sens de l'engagement sur ces questions. Mais il y a pour nous une dimension fondamentale de la DRH par rapport à ces questions, c'est tout ce qui concerne les systèmes d'évaluation et de récompense, où on considère que traditionnellement les critères classiques de productivité, de rentabilité, d'efficacité sont importants. On ne les remet pas en cause naturellement, mais qu'il faut peut-être aussi intégrer d'autres critères. Je pense ici naturellement aux critères ESG, aux objectifs environnementaux, dans la manière peut-être d'apprécier, d'évaluer et peut-être demain de promouvoir et de soutenir un certain nombre de collaborateurs dans la gestion de leur carrière. La DRH, on le voit aussi, a un rôle aussi de catalyseur. Dans une logique, par exemple, bottom-up, elle peut en fait initier, insuffler, impulser des nouvelles initiatives, de nouvelles actions, dans une logique d'entrepreneuriat vert, par exemple, des challenges, des concours, des hackathons, qui peuvent créer aussi une dynamique collective au service de l'environnement. Mais l'élément sur lequel je travaille actuellement, qui me semble important, c'est à la fois naturellement sur les politiques de recrutement pour essayer d'identifier des profils nouveaux, beaucoup plus engagés sur la cause écologique, environnementale et qui pourraient donner un nouveau souffle aux organisations. Et un élément où je pense que c'est certainement l'avenir, c'est d'essayer de repérer des champions du climat et d'essayer de les positionner dans des instances de décision ou de systèmes de gouvernance de l'entreprise. Alors on pense naturellement aux instances éthiques, au comité éthique, au comité RSE, mais je pense qu'il faut même aller plus loin et de les positionner progressivement dans les instances de décision et les modes de gouvernance. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, mais est-ce que vous pouvez nous parler des actions, des initiatives au service du Green RH et de la cause écologique en entreprise ? Oui. Alors là, il y a des vraies tendances, Jem, qui sont marquantes, qui n'existaient pas forcément il y a encore une vingtaine d'années, et qui sont, je pense, positives. Il y a une notion, en tant que journaliste, vous en avez naturellement entendu parler, c'est la notion déjà de job crafting. C'est une démarche plus personnelle, à mon avis en lien avec les jeunes générations, qui consiste en fait à modeler ou façonner progressivement son poste, sa fonction, son travail en fonction de ses aspirations et de ses préférences. Donc c'est une démarche spontanée et personnelle en lien avec les systèmes de valeurs des individus. Et je pense que les entreprises doivent de très près porter une attention particulière à cette tendance si elles veulent garder demain les jeunes générations dans leur entreprise. Il y a une deuxième évolution que je trouve vraiment intéressante, c'est ce qu'on appelle les transféreurs, c'est-à-dire des profils de personnes qui, au-delà de leur activité professionnelle, veulent expérimenter un certain nombre de choses dans leur espace intime, leur espace amical ou domestique, par exemple jardinage, potager, rapport à la nature,
ou bien sûr des gestes citoyens par rapport au phénomène du plastique, des déchets, et ont une volonté réelle, même si elle se fait de manière spontanée, de transmettre, d'où le côté transféré, de transmettre leur expérience, leur réalisation personnelle à un certain nombre de collègues de l'entreprise et diffuser finalement leur savoir et leur expérience. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette tendance. Il y a une tendance aujourd'hui plus formalisée, mais alors là très positive, c'est ce qu'on appelle les collectifs des salariés, où on a vu, alors là la différence avec les deux tendances que je vous ai données précédemment, c'est que ce sont des tendances cette fois organisées et collectives, et souvent en lien avec la direction de l'entreprise. Donc c'est beaucoup plus formalisé, mais visiblement ça a des effets notables de changements profonds des pratiques, des comportements. J'ai deux exemples en tête qui m'ont marqué. C'est par exemple dans une belle entreprise qui s'appelle EDF, où par exemple à Marseille, des collectifs de salariés ont eu un rôle important dans la suppression des gobelets pour en fait veiller en fait à une meilleure gestion de l'environnement, mais il y a eu aussi sur un site à Lyon une volonté par exemple de réparer les vélos dans une logique de mobilité durable. Donc vous voyez, c'est des choses simples, mais qui peuvent avoir une incidence notable et structurante sur l'entreprise et sur les individus. Et il y a un élément même dans une belle entreprise de type technologique, type Dassault Systèmes, et là même, il y a des collectifs de salariés intéressants qui ont voulu mettre en place des fresques du climat, intéressants au regard du secteur et de l'entreprise, mais aussi poser des vraies questions comme la pollution numérique par exemple, et essayer de voir comment on pouvait traiter ce sujet. Donc c'est quand même des tendances intéressantes. Il y a naturellement les tendances plus classiques, là je ne vais pas prolonger là-dessus, c'est une question de formation, de sensibilisation. Je voudrais simplement insister sur un dernier point, qui est une tendance cette fois institutionnelle, mais que je trouve particulièrement intéressante. C'est une tendance aujourd'hui des organisations à considérer le salarié comme un ambassadeur, c'est-à-dire qu'au-delà des murs de l'entreprise, de véhiculer un certain nombre de valeurs, d'orientation et d'engagement. C'est typiquement le cas de l'entreprise Patagonia que vous devez connaître dans le secteur des vêtements, qui encourage leurs salariés et leurs collaborateurs à participer à des ONG. C'est intéressant aussi comme tendance, mais aussi dans une logique de co-construction en les impliquant plus qu'auparavant dans leur processus de recrutement ou d'intégration des nouveaux arrivants. On voit par ces différentes tendances Green RH des nouveaux effets de levier au service des entreprises et des collaborateurs. Alors, là, vous évoquez l'aspect humain, mais vous mentionnez aussi la nécessité de transformer radicalement les modèles économiques. Quelles sont les résistances que vous observez au sein des organisations? Alors, il y a une résistance classique qui sont clairement de rester attaché à un modèle capitaliste traditionnel de type actionnarial, basé sur une logique de création de valeur à base de rendement financier, et où finalement l'interlocuteur unique est souvent l'actionnaire, et où le seul horizon temporel est souvent le court terme. Il y a un élément plus managérial, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est que tout changement, alors là, a fortiori, lorsque ça demande des réformes profondes, modifie les sources de légitimité et modifie du coup, redistribue les cartes de pouvoir. Alors vous voyez qu'une organisation qui est basée avant tout sur des performances économiques et financières par rapport à des performances extra-financières, avait tendance du coup à privilégier la direction administrative et financière, la direction industrielle, la direction de production, et que les aspects plus environnementaux, écologiques ou sociétaux pouvaient apparaître au mieux comme de la communication ou au pire marginal. Et votre question soulève un point qui me semble fondamental. Je ne dis pas qu'elle est évidente, mais je me demande si le vrai problème, pour ceux qui sont vraiment engagés sur la cause écologique, c'est qu'on a souvent abordé ça, peut-être à tort, sur une dimension morale. Elle peut se concevoir, mais elle peut avoir tendance à caricaturer en fait le message. On peut aussi aborder ça sous l'angle philosophique. Certes, c'est intéressant, voire même sous l'angle scientifique, mais une entreprise, ça reste un modèle de production et un modèle économique. Et peut-être la vraie résistance, pour répondre à votre question, vient du fait que parfois les initiatives, même de grande qualité, manquent de crédibilité économique, notamment vis-à-vis des
interlocuteurs sceptiques et que le vrai enjeu peut-être demain, c'est de réussir à concilier une vraie réflexion en termes d'engagement social, sociétal et écologique, mais avec des arguments plus économiques et financiers. Vous consacrez un chapitre à la marque employeur et à l'attraction des talents via des pratiques durables. Quels sont les avantages concrets pour les entreprises? Alors les avantages concrets, c'est clairement d'attirer et de motiver de nouveaux profils de collaborateurs. Je pense notamment à des jeunes générations qui clairement ont vraiment intégré dans leur vie personnelle que l'entreprise n'était pas l'alpha et oméga, n'était pas forcément au cœur de leur vie personnelle et professionnelle et au cœur de leur engagement. Et que si vraiment les entreprises souhaitent naturellement attirer des jeunes talents, mais aussi les fidéliser, parce que c'est quand même un argument important, ces entreprises ont vraiment intérêt à mettre en place des systèmes où les valeurs, les préférences et les engagements sociaux et sociétaux et environnementaux des collaborateurs sont pris en compte. Et je suis vraiment marqué, même en tant que professeur, quand j'interroge aujourd'hui des étudiants, vous voyez, James, je suis amené souvent à faire, par mon métier, des diagnostics stratégiques, où du coup, les questions écologiques et environnementales sont posées. Et je vois vraiment de la part des étudiants que c'est une réflexion profonde et ancrée en eux, et que véritablement, ce que des journalistes disaient dans leurs écrits est réel, c'est que le jugement des entreprises ira bien au-delà des phénomènes de notoriété, réputation, chiffre d'affaires, mais passera fortement sur des logiques d'engagement citoyen. Et je suis vraiment fortement sensibilisé par ces jeunes générations qui même m'ont interpellé sur ces questions, tellement en fait c'était au cœur presque de leur projet de vie. Donc je pense que les entreprises ont intérêt vraiment à prendre en compte ces orientations, et les catastrophes naturelles qui ont eu lieu ici et là n'ont fait que raviver en fait cette prise de conscience. Ah, vous écoutez, on comprend qu'il y a aussi un enjeu d'éducation, finalement. Exactement. Je pense que là, ça pose la vraie question, a fortiori qu'on est dans des disciplines en sciences de gestion, d'aller bien au-delà des formations classiques, traditionnelles, de type logico-rationnel, qui sont naturellement importantes, finance, comptabilité et autres, économie, et de prendre en compte de plus en plus des cursus qui intègrent les questions de responsabilité sociale et sociétale, qui intègrent aussi une ouverture et une sensibilisation sur les questions climatiques, et qui essaye de plus en plus de privilégier la transversalité, d'éviter en fait des approches purement cloisonnées en termes de discipline. C'est pour ça, et vous l'avez certainement constaté en tant que journaliste, que on voit apparaître de plus en plus le développement de projets transversaux qui allient différentes disciplines, et on encourage de plus en plus les étudiants à aller sur le terrain. Alors, une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui est celle de leadership écocentrique, Oui. qui est centrale dans votre réflexion. Est-ce que vous pouvez nous préciser alors ce que revêt cette expression à vos yeux, et quelles sont les compétences clés que le type de leader qu'elle désigne doit posséder? C'est une notion fondamentale, me semble-t-il, pour les organisations de demain. On pourrait définir finalement le leadership écocentrique comme une forme de management orienté vers la réalité du terrain, vers des faits, et surtout qui considère l'environnement non pas comme une contrainte, mais comme une force à la fois dynamique et essentielle, au service à la fois du développement durable, mais aussi de l'innovation collective et organisationnelle. Et ce mode de management a comme caractéristique de se soucier plus qu'auparavant de la gestion des parties prenantes, et non simplement et uniquement des actionnaires, en prenant notamment en compte sur le volet interne les collaborateurs et les salariés, et sur le volet extérieur aussi l'opinion publique et la société civile, et de manière plus générale les différents acteurs qui participent en fait à la chaîne de valeur économique et industrielle. C'est un management pour moi qui s'appuie sur un mode de comportement autour du triptyque suivant, une forte humilité, une honnêteté, on y reviendra dans les discours et les actions, et aussi une forme de flexibilité qui me semble aujourd'hui essentielle
au regard du contexte évolutif. C'est un management qui est fondé aussi sur une pensée, on en a parlé tout à l'heure par rapport au phénomène d'approche cloisonnée, sur une pensée systémique, c'est-à-dire qui permet d'établir des liens et des ponts entre les différentes activités et fonctions de l'entreprise. Je pense que c'est ça qui a conduit pendant très longtemps à marginaliser la question environnementale, parce qu'on raisonnait que par fonction, que par silo. Donc une pensée systémique et une pensée aussi holistique qui deviendra essentielle pour tout manager stratège, c'est de prendre en compte et d'apprécier et de mesurer toute décision et action par rapport à l'environnement. Donc c'est cette capacité à se projeter dans le futur au nom d'une notion de développement durable. Et si on devait résumer en un mot le leadership écocentrique, pour moi, c'est agir proche en termes de réalisation et de synergie, mais voir loin en termes, si vous voulez, de projection, de planification, de façon à la fois engagée et responsable. Olivier, vous affirmez que every job is a green job. Comment est-ce que cela redéfinit les parcours de carrière et la planification stratégique des ressources humaines? Pendant très longtemps, la gestion de carrière était dans un processus assez formalisé, formaté et assez prévisible, de manière séquentielle et linéaire. On savait qu'il y avait des notions de temps de grade, que chaque étape amenait à une autre étape et on pouvait presque dresser en fait son parcours, sa trajectoire professionnelle. Je pense que les chocs climatiques, environnementaux changent totalement la donne et vont nécessiter le fait que les entreprises vont devoir en fait faire en sorte que leurs collaborateurs et salariés aient la possibilité de faire beaucoup plus d'expérience au sein de leur organisation ou en dehors de l'organisation pour se confronter au réel, pour se confronter en fait à la réalité du terrain, avec finalement des parcours qui pourront être beaucoup plus riches et diversifiés, beaucoup moins logiques d'un point de vue fonctionnel. Et moi, ce que je vois dans cette idée que chaque travail demain ou chaque poste puisse être demain orienté vers, c'est qu'on peut même penser demain qu'on verra des collaborateurs partir de l'entreprise, avoir des expériences émotionnelles, d'engagement très fort, en lien souvent avec l'environnement, la cause sociale, sociétale et écologique, et reviendront enrichis dans leur entreprise, je crois, de moins en moins à des parcours formalisés. Ça ne veut pas dire que le collaborateur quittera définitivement l'entreprise, mais je pense qu'il y aura des moments où le collaborateur en fait partira de son entreprise pour apprendre autre chose, notamment sur les questions thématiques environnementales, avec des expériences de vécu, et en fait réussira dans le modèle transféreur que j'évoquais tout à l'heure, pourra en fait valoriser ses expériences dans l'organisation. Olivier, si on reste sur cette perspective future, quelles sont les compétences RH, managériales qui permettront demain à chaque individu de se mettre au service de la cause environnementale? Alors, ma réponse va éventuellement vous surprendre, en tout cas les premiers mots, parce que je vais parler de compétences tout de suite économiques et financières. Alors, pourquoi je disais ça? Ça revient à notre conversation sur la crédibilité économique. Étant soucieux des questions environnementales et sociétales, je suis profondément convaincu que les partisans de cette cause ne peuvent pas être simplement assimilés à des philosophes, à des militants ou même à des scientifiques de très haut niveau. Je pense que ça doit être aussi des acteurs économiques de la société, au sens générique du terme. Et donc, toute personne engagée sur des questions climatiques et environnementales doit aussi avoir une compétence économique et financière. Et je vais vous donner une illustration, si vous voulez bien, Jem, et moi qui m'a particulièrement marqué. Il s'avère que j'ai pas mal travaillé dans le secteur de l'automobile. Et vous allez voir où je veux en venir, entre les stratégies des constructeurs européens, qui pourtant avaient un discours très noble et beau sur les questions environnementales. Et souvenez-vous, pendant très longtemps, on accusait nos amis chinois d'être très peu réceptifs ou sensibles à ces questions. Et on s'aperçoit aujourd'hui, à mon grand étonnement, que nos grands constructeurs européens ont du retard sur les questions environnementales et écologiques, pas dans les discours, mais dans les actes,
avec éventuellement certains scandales récents, je pense à une belle marque allemande qui commence par un W, et parallèlement à cela, curieusement, des marques chinoises comme BYD s'avèrent être très performantes sur les véhicules électriques, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je pense que la Chine a abordé la question écologique et environnementale aussi sous un angle concurrentiel, stratégique et économique, avec des caractéristiques très distinctives. Tout d'abord, une ouverture à la flexibilité réglementaire, une logique très pragmatique basée sur une approche itérative où chaque étape de franchie est une étape importante, une démarche qui se veut tout de suite volontariste et ambitieuse sur une stratégie de masse, et donc qui ont conduit aux résultats que l'on connaît actuellement pour cette marque chinoise. Et moi, je crois que la dimension économique et stratégique doit être prise en compte et que donc des DRH devront prendre en compte ces éléments. Premier type de compétences. Il y a une deuxième type de compétences qui est naturelle, ce sont naturellement les compétences en RSE et mobilité durable. Et là, je voudrais insister sur un point qui était peu associé à la fonction RH et qui va devenir fondamental, c'est tout ce qui concerne la logistique verte et les notions de mobilité et de déplacement. Je pense qu'à partir du moment où il y a mobilité et déplacement, il n'y a pas qu'une mobilité et déplacement en termes de marchandises, en termes de biens et de produits, mais aussi en termes d'individus et de personnes, et que sur cette question, la DRH, pour le coup, a un rôle très important à jouer dans la gestion des flux, dans le fait de promouvoir un certain type de transport. Je pense naturellement au transport collectif, je pense naturellement au transport éco-responsable, la marche, le vélo, je pense naturellement au covoiturage. Ce sont des éléments importants, surtout que dans la DRH, même sur les questions environnementales ou climatiques, on oublie une notion qui est au cœur de son ADN, qui est le bien-être, qui est la santé mentale et la santé physique, qui est naturellement corrélée à la cause environnementale et écologique, où là, la DRH a un rôle essentiel et fondamental à jouer. Il y a une autre notion qui était déjà visible il y a une dizaine d'années, mais qui va ne faire que s'accentuer, c'est une compétence juridique, une bonne maîtrise des normes réglementaires, je pense naturellement aux normes ISO, mais au cadre juridique, au cadre réglementaire. Et vous voyez par exemple un exemple précis qui est le télétravail, qui a d'ailleurs des incidences qui peuvent être positives sur les questions écologiques, environnementales, empreintes carbone et autres. On voit bien qu'il y a aussi une dimension réglementaire. Donc on voit d'ailleurs que la RH, du coup, est une belle fonction, noble, et qu'elle est vraiment stratégique de ce point de vue-là. Autre élément, on en a un peu parlé tout à l'heure, je pense que la DRH devra aussi sortir de ses frontières de l'entreprise et elle devra avoir et adopter de plus en plus des compétences relationnelles, multi-acteurs et multiniveaux. Donc quand je dis multi-acteurs, il y a d'un côté le volet, par exemple, ONG, association, il y a aussi le côté politique, qui est important, et le côté acteur économique. Donc on voit bien qu'on ne peut pas en fait séparer ces différents acteurs. Naturellement, leurs intérêts sont souvent différents, voire malheureusement parfois contradictoires, mais je pense que le rôle d'acteur clé sur des questions fondamentales qui concernent notre avenir à tous et à ceux de nos jeunes doit passer par une capacité à faire converger ces différents intérêts. Alors, suite aux élections américaines, on a beaucoup parlé, notamment en France, je pense à Stéphane Séjourné, de cette flexibilité administrative que vous évoquez. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment concernant la CSRD? On a beaucoup parlé d'alléger les règles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est toujours la même chose et c'est malheureux à dire. On pourrait considérer au départ que ça part d'un bon sentiment. Le mot simplification n'est pas un gros mot. Le mot allégé semble noble et intéressant. La notion de souplesse et de flexibilité apparaissent même des qualités fondamentales d'un bon management. Mais quand on voit la réalité des faits, c'est là où ça pose question, c'est que le contenu a pratiquement disparu. Et il y a une notion clé quand on parle de compétences, on y reviendra peut-être, c'est la notion d'exemplarité. Et c'est la notion de la parole donnée. Parce que moi, en regardant ce qui s'est passé
et la décision qui a été prise, où j'ai été, je reconnais, assez surpris, c'est qu'est-ce qui advient des entreprises qui, elles, avaient joué le jeu? Qu'est-ce qui, est-ce à dire que les entreprises qui étaient réticentes, qui avaient abordé cette nouvelle règle du jeu de manière cynique, voire conflictuelle, finalement sont les grandes gagnantes de l'histoire? Et je pense, là encore, même si je veux admettre ou supposer que les politiques qui sont revenus dessus n'avaient pas que des mauvaises intentions, il faut voir en fait les conséquences de ces actes. Les conséquences de ces actes, c'est que les entreprises qui ont initié ce mouvement sont perdantes. Qu'est-ce qu'elles vont dire demain à leurs aussi collaborateurs? Je mesure qu'il y avait eu de la communication interne, mais aussi externe. Et qu'est-ce qui advient de la notion de cynisme? Est-ce que le cynisme, est-ce que la peur, est-ce que la réticence sont les qualités fondamentales pour réussir dans le monde économique? Donc c'est ça, moi, qui me gêne. C'est-à-dire que je pense, enfin, en tout cas, je veux admettre cette hypothèse qu'il n'y a pas une volonté forcément négative de tout remettre en cause, mais peut-être les politiques devraient prendre plus conscience de l'impact que ce peut avoir sur l'opinion publique et sur les entreprises, a fortiori celles qui, de manière délibérée, s'étaient engagées sur cette cause noble. Vous avez assez insisté sur le rôle très stratégique des RH. Si vous deviez leur donner un conseil pour initier une transition écologique ambitieuse et échapper au greenwashing, qu'est-ce que ce serait? Alors pour moi, je suis très marqué par ça, parce qu'en plus, ça repose sur une notion et un concept très fort, qui est la notion d'hypocrisie organisationnelle. Je fais naturellement référence aux travaux de Niels Brunson, et des travaux ont été faits notamment sur le cas Volkswagen. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence se moquer des gens. Le marketing, la communication, ce sont des effets de levier des moyens. Ça ne doit pas être une finalité en soi. Et le bon mot, le bon discours, malheureusement on le voit souvent chez les politiques, le bon mot, le bon discours ne fait pas un grand politique. Et dans le même ordre d'idées, le bon mot, une communication séduisante ne fait pas une stratégie et ne fait pas une entreprise citoyenne engagée et responsable. Et moi, dans ce cadre-là, je pense que la cohérence et l'exemplarité doivent être de mise. Et je peux comprendre que ça ne soit pas si évident que ça. Et moi, mon conseil que je donnerais, c'est mieux vaut faire peu, mais bien, que des grands discours éloquents, mais qui finalement sont contredits par les faits. Les résultats et les conséquences sont désastreux. Pour l'entreprise et sa réputation, pour les collaborateurs, ils risquent d'avoir vraiment du désengagement, de la démotivation, voire des départs. Et à un moment donné, les entreprises seront un jour ou l'autre sanctionnées. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mon plaisir. invitation. Je vous invite à vous procurer Green RH quand la fonction RH fait sa révolution verte aux éditions Duno, un ouvrage collectif donc d'Olivier Meyer, Michel Barabel et Antoine Poincaré. Un grand merci à vous.